Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on te vient avec un nouveau sujet. De quoi on va parler cette semaine, Julien? On parle de la crise identitaire de ce monde et comment y survivre justement à cette crise identitaire. On Ok. a plein de choses à dire, on a essayé de faire le tri au maximum pour se concentrer sur les points peut-être majeurs pour que tu puisses comprendre, toi qui nous écoutes, en quoi on traverse une crise identitaire au niveau mondial et puis surtout comment passer à travers ça, ne pas te perdre justement, réussir à garder ton cap et te reconnecter avec ton identité à toi et prendre de la distance avec toutes les influences extérieures qui pourraient se produire à travers les médias, à travers ton entourage, à travers tes expériences et tout simplement garder le cap, être aligné avec toi-même. Avant de commencer ce podcast, on t'invite à liker, commenter, partager et bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Exactement, Julien. C'est vrai que on en parle souvent de ce problème-là, en fait, de ce siècle, qui est la perte d'identité. On peut le voir vraiment à tous les niveaux, que ce soit culturel, l'éducation, la politique. Et peut-être avant de commencer de parler de ce problème, c'est quoi l'identité, Julien? L'identité, c'est déjà une construction, l'identité. C'est une construction qui se fait à travers différentes informations. C'est à la fois ce que tu perçois de toi-même, comment est-ce que tu te vois, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, comment est-ce que tu te considères toi. Et puis il y a aussi toutes les influences qui t'entourent, ta culture, ton milieu social, les gens qui t'entourent, tes éducateurs, tes éducatrices, le pays dans lequel tu te trouves, les enseignements que tu as reçus, les expériences de vie qui t'ont marqué. Tout ça, en fait, crée un processus très complexe de construction, justement, identitaire. Et cette construction identitaire, elle se fait aussi dès l'enfance. C'est vraiment important de comprendre que l'identité, elle n'apparaît pas comme ça par hasard. Elle se bâtit au fur et à mesure et ça commence dès la plus tendre enfance, puisque dans les premières années, il va y avoir aussi l'intégration de ce qu'on appelle l'ego, qui peut prendre plus ou moins de temps selon les individus et surtout selon l'environnement. Et que cette intégration de l'ego et la prise de conscience que tu fais partie d'un environnement, que l'environnement n'est pas toi, mais que tu es bien un être à part entière de cet environnement, que cet environnement garde de l'influence sur ta perception de toi, plus tout ce que tu construis en termes de croyances, en termes de vision. Fait que l'identité, c'est quelque chose qui est très complexe et qui est soumise finalement à tout ce qui se passe autour et à l'intérieur en permanence avec, comme d'habitude, la recherche de cohérence, la recherche d'équilibre qui se fait à chaque instant. Ouais, exactement. Et aussi, ce qu'on constate, en plus de tout ce que tu peux amener sur la question d'identité, c'est le fait qu'aujourd'hui, particulièrement ce siècle-là, tout va très vite. Il y a énormément de choses. Alors, il y a l'évolution technologique, les changements Mhm. sociétaux, également l'influence d'une mondialisation, c'est-à-dire toutes les cultures s'entremêlent. Tout à Et fait. tout ça, en fait, ça amène comme un changement de l'identité. Alors, ce changement de l'identité n'est pas forcément mauvais, mais à condition de le cadrer. Parce que malheureusement, ce qui peut arriver avec ce changement rapide, parce qu'en fait, quand les choses vont trop vite, on n'a pas le temps, en fait, d'évaluer l'impact de ces Mhm. choses-là. Et Ouais. si on absorbe, on prend sans réfléchir, c'est ce qu'on amène souvent dans l'institut, à remettre les choses en question, à réfléchir par soi-même, à faire ce processus plutôt que de d'éponger, d'absorber et de prendre tout comme étant des vérités ultimes. Et il y a toute cette mode en fait qui est en train d'arriver, tous ces changements qui arrivent de façon très rapide, sans être remis en question, sans prendre le temps de prendre du recul justement, et ça amène justement, ça creuse davantage ce problème de perte d'identité et ça amène également des dérives. Ouais, complètement. Et en plus, le truc, c'est que tu fais référence à cette accélération. Et c'est vrai que là, plus on regarde ce qui se passe dans la société et un petit peu partout dans le monde, plus on se rend compte qu'il y a comme
extrêmes qui ressortent. Ouais. Il y a des réactions extrémistes, il y a des attitudes, des comportements, une construction identitaire qui est clairement en train de changer. Alors, pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. On n'a clairement pas suffisamment de recul là-dessus. Mais ce qui est en tout cas observable, après c'est de notre point de vue PNListe et de notre point de vue systémique, Mhm. c'est de voir aussi que tout ce côté où il y a une espèce de recherche de lissage finalement identitaire, où on veut réussir à créer un monde, et tu sais, quand je dis ça, moi, ça me fait penser au communisme, mais que Mhm. on veut réussir à créer un monde où il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'écart, quelle que soit la forme, parce que tous les écarts ne sont pas mauvais, et qu'on cherche cet aspect égalitaire à fond, eh bien, en fait, on se retrouve avec des personnes qui vont effectivement se sentir perdues, où on a toutes et tous besoin, finalement, d'avoir une identité qui nous est propre, de ne pas se confondre avec l'environnement, de ne pas se confondre avec les autres. Et je pense que certains mouvements qu'on voit en ce moment ressortir, et on va pas partir dans cette direction-là non plus, d'aller chercher plein de détails et plein d'exemples qui pourraient nous emmener dans une direction qu'on veut pas prendre avec ce podcast. Mais c'est vraiment de voir que toutes les réactions qu'il peut y avoir aujourd'hui au niveau des sociétés, alors on va parler des pays industrialisés et développés, où finalement on observe des choses au niveau identitaire qui sont pour le moins curieuses, on va le dire comme ça, et qui, à mon sens, sont le résultat réactionnaire d'une recherche, en fait, de nos différentes cultures et des différents pays industrialisés, de créer un espèce de lissage, encore une fois, où on va limiter les différences, on va limiter l'originalité, on va limiter, en fait, l'identité individuelle pour essayer d'aller vers une identité collective. Et en fait, c'est remettre en question les basiques comme bah, tu prends les besoins de Maslow, le besoin de reconnaissance, il est important. J'existe parce que je suis reconnu en tant qu'individu. Est-ce que je suis conçu par nature pour être vu comme un ensemble, être vu comme un tout? Et peut-être juste ça, pour éclairer un petit peu ce point de vue-là, c'est que si on regarde un petit peu l'évolution de l'individu depuis les derniers siècles, d'accord, peut-être même encore plus loin, c'est qu'au départ, on était dans un groupement qui était notre tribu. Je suis de telle tribu, je suis de tel groupe de personnes. Donc mon identité était rattachée à mon groupe. Ensuite, ça s'est diminué un petit peu en allant, bah, je suis de cette famille. Puis après, on est redescendu à, bah, je suis moi. Et là, on est comme en train de repartir dans un extrême où bah, je suis humain. Alors oui, je suis humain. Toi, Samir, t'es humain aussi. La première Ouais. personne qu'on va croiser, elle est humaine aussi. Mais est-ce que ça vaut le coup d'effacer toutes les différences qu'il y a entre toi et moi, entre nous, pour justement créer ce lissage, tout simplement? En partant du principe, et c'est pour ça que je parlais de communisme, c'est en partant du principe que si tu supprimes les différences entre les individus, tu supprimes la notion de classe, tu supprimes en fait ce qui est estimé être à l'origine de la souffrance de à plein de niveaux au niveau de la société. Est-ce que ça fait du sens ou pas? C'est vraiment juste une question. Est-ce qu'on part sur le bon chemin? Est-ce qu'on part pas sur le bon chemin? Mais ce qu'on observe dans ces réactions qu'il y a dans la société, où finalement il y a des questions de genre, il y a des questions d'identité, il y a plein de questions. Est-ce que c'est un réel changement ou est-ce que c'est une réaction? Ouais, exactement, Julien. Et tu vois, ce qui fait peur dans cette recherche extrême, c'est que en essayant d'effacer des différences, de mettre fin à certaines inégalités, on est en train d'en recréer derrière. Parce que toi et moi, Julien, on est des êtres humains, mais on a une culture différente, on vient d'endroits différents, on a grandi à des endroits différents, et c'est tout ça qui crée notre propre individualité, notre propre moi. Mhm. Et c'est aussi ça qui fait que toi et moi, Julien, par exemple, dans notre business, dans notre projet et dans d'autres choses, bah, on s'apporte mutuellement, on grandit tous les deux, parce que justement, on a des points de vue différents. Ces points Tout de à fait. vue, ben, on en discute,
on se complète et on apprend davantage sur le monde. Et demain, effectivement, en essayant d'effacer tout ça, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des photocopies, on crée des robots. En fait, limite, c'est ça qui va amener au début de la dictature. Ouais. Dictature de pensée, dictature au niveau des comportements. Alors, j'entends souvent des personnes, par exemple, critiquer certains dogmes, alors quand on peut parler même de religion, etc., en disant, mais ouais, mais en fait, regardez, les religions, en fait, c'est des dogmes. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la société amène aussi à la création d'un nouveau dogme. En quelque sorte, Mhm. même, on pourrait dire une nouvelle religion. Mais elle va être comme mondiale. C'est comme tout le monde va ou tend vers cette direction. Tout à fait. Oui, il y a de toute façon, on voit bien, on le sait bien, il y a une mondialisation qui s'est d'abord faite avec les ressources, avec les connaissances, avec le fait de ramener des éléments un petit peu de partout et puis de dire: «Bah, voilà, maintenant ça, c'est la nouvelle norme, on fait ça partout à travers le monde». Donc il y a ce truc-là et probablement, je ne sais pas, on n'est pas expert sur la question, Ouais. mais ça pourrait faire du sens de créer, je pense, un lien entre ces éléments en se disant: «OK, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister quelque part, à travers cette souffrance identitaire qui se Mm. présente de plus en plus, à une mondialisation identitaire?» Et que la situation qu'on est en train d'observer, les choses qui peuvent parfois nous paraître complètement aberrantes, qui sont avant tout l'expression d'une souffrance, parce que on va passer très vite là-dessus, mais quand tu te dis être xénogenre, par exemple, que tu penses que tu es une flaque de couleur, par exemple, bon, c'est l'expression quelque part d'une souffrance. C'est l'expression d'un malaise, d'un mal-être qui est présent. Et est-ce que ça ne viendrait pas justement de cette mondialisation identitaire, peut-être qui est en train de se mettre en place? Et l'idée, alors encore une fois, c'est pas d'investiguer tout ça, mais c'est plus de te donner les clés, toi qui nous écoutes, pour savoir bah, comment est-ce que moi je peux me retrouver dans tout ça et comment est-ce que je peux m'assurer de bâtir mon identité de la meilleure façon possible, sans nécessairement remettre en cause des points d'évidence et sans avoir à m'inscrire aussi dans un mouvement qui peut-être me donne l'impression de me ressembler aujourd'hui parce que je suis en recherche de pouvoir me bâtir une identité et de prendre ma différence et de sortir de cette généralisation. Mais est-ce que c'est la bonne voie? Peut-être, peut-être pas. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas de recul là-dessus suffisamment. Peut-être que dans 50 ans ou dans 3 siècles, on se dira heureusement que tout ce bordel est arrivé parce que sinon, dans quelle société on aurait terminé au final? Et peut-être que dans les 30, 40, 50, 80 prochaines années, on va se dire mon Dieu, mais comme on a pu laisser mettre en place un tel truc qui a foutu un de ces bordels dans la société au niveau mondial et que maintenant on est en train de payer les pots cassés. Donc il y a toujours cet élément-là et nous, c'est vrai qu'on met plutôt l'accent sur, OK, il y a une crise identitaire et comment est-ce que toi, tu peux faire pour reprendre ta place, trouver ton équilibre et faire en sorte de te sentir bah, sur ton X à toi, à ta place et d'être bien, en fait. D'être moins réactif, réactive et d'être moins soumis, soumise à ce qui se passe au niveau de la société et des changements, des transformations volontaires ou imposées. On sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de manipulation de masse au travers de l'information. Ouais, exactement. Euh, Effectivement, Julien, tu as bien raison justement de le mentionner. Notre objectif, c'est pas, je vais pas dire de se positionner sur ce point-là, parce qu'effectivement, on n'est pas des experts. On a certes notre propre vision sur les choses. On remarque effectivement parfois même des dérives qui bah, nous font peur. Mais après, on n'est pas des experts. Est-ce qu'on est les bonnes personnes pour parler de ce sujet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, l'objectif, c'est surtout de, au travers de ce podcast, de potentiellement Mhm. donner des clés pour amener tout un chacun à pouvoir avancer sur son chemin justement de l'identité, de s'accepter pleinement soi-même. Ouais. Parce que faut savoir que l'identité, il n'y a pas de formule magique. L'une des premières questions qu'on se pose
et parfois ça peut durer toute une vie, c'est qui suis-je? Ouais. Ça, c'est une question philosophique qui est centrale. Cette identité, alors, elle est ancrée en nous, elle fait partie de nous, elle s'est développée durant l'enfance, comme l'a dit Julien, mais le truc, c'est que parfois, ça peut prendre toute une vie pour savoir réellement à 100% qui on est, découvrir ses talents, découvrir qui on est, découvrir quelles sont nos faiblesses. Parfois, certaines de nos faiblesses peuvent faire partie ou peuvent découler en quelque sorte de notre identité, mais peuvent être, quoi qu'il arrive, améliorées. Et cette question d'identité, c'est quelque chose qui est central chez l'être humain. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, au travers de certaines normes, peut-être théories, peut-être idéologies, ben, Mmh. en fait, c'est comme une espèce de facilité pour avoir accès à une espèce d'identité. Mais en fait, c'est un peu comme si la personne, elle faisait le tour, tu vois. Plutôt que de s'attaquer réellement au problème de qui suis-je, comment Mmh. faire pour m'accepter, ben, il y a une espèce de recherche de facilité, en fait, qui découle de cette problématique-là. Et le problème, c'est que cette recherche de facilité amène des problèmes. On assiste à des personnes qui, tu sais, potentiellement ont été accompagnées dans cette quête Ouais. d'identité et se rendent compte 10 ans plus tard qu'ils ont fait une erreur et qu'en fait, c'était pas ça. Et ça amène Ouais. des problèmes bah, d'identité, des problèmes parfois psychologiques, ça peut amener des problèmes de souffrance, encore une fois. Et c'est ça, en fait, ce qui est important, c'est justement de ne pas tomber dans ces travers-là. Et si je devais donner quelques petites dérives qui viennent de la philosophie, mais également de la psychologie, liées à l'identité, ben, c'est le fait de croire que c'est des vérités ultimes. Et le Tout problème à fait. avec potentiellement cette dérive de la psychologie, philosophie de l'identité, c'est que il y a certains biais, en fait. Le biais de surgénéralisation. On a une théorie, on a des idées, on a fait quelques découvertes et on fait en sorte que, en fait, c'est tout le monde qui est comme ça. Je peux prendre, alors je vais faire une petite, tu sais, une petite digression, mais en même temps, on reste à peu près dans le thème. C'est si on prend la psychologie de l'enfance, par exemple. Mais cette psychologie de l'enfance, elle généralise. On assiste à de la généralisation. On ne prend pas en compte que chaque enfant est unique, un peu comme si tous Mmh. les enfants étaient pareils et qu'en fait, cette recette est la même pour tout le monde. Il y a un manque de rigueur dans les recherches et les méthodes, bah, parce que cette psychologie de l'enfance, elle peut découler de l'environnement culturel. Si une personne vient d'Occident, qu'elle va écrire ses bouquins, ben, tu sais, elle va comme c'est comme ça pour tout le monde, mais peut-être qu'un enfant qui grandit en Afrique, c'est pas pareil pour lui. Ça fonctionnera pas de la bonne façon. Un enfant qui est né en Asie, la même chose. Donc il y a effectivement ce manque de rigueur parfois. L'influence des adultes. Alors c'est des adultes qui pratique ces recherches et forcément, c'est la carte du monde de l'adulte et les biais de l'adulte Tout qui à fait. amènent cette psychologie de l'enfance. Mais on ne prend pas réellement compte de l'enfant en soi parce qu'un enfant, lorsqu'il est avec un adulte, va réagir différemment, va se comporter différemment Mmh. de lorsqu'il est avec un enfant. Et Tout à du coup, fait. ben, les résultats sont biaisés. Et puis voilà, sans parler effectivement après de tout ce qui est étiquetage. Alors, pareil, tu sais, on en arrive à dire il faut pas étiqueter, mais eux-mêmes étiquettent. Donc tu vois, c'est après c'est le Ouais, serpent qui se mord complètement. la queue, Tout puis à la fait. dogmatisation. Et en fait, je parle de la psychologie de l'enfance, mais en fait, ces problèmes-là, sont présents dans tous les autres problématiques. Les problématiques liées à l'identité, les problématiques liées justement à la psychologie humaine, etc. Et Ouais, le fait, complètement. ouais, le fait de prendre ça comme des vérités, ben en fait, on s'enferme dans quelque chose et on se perd. Ouais. Et en fait, tu sais, tu parlais effectivement de la psychologie des enfants, mais après tu as la psychologie des adultes. Ouais, Pendant des aussi. années, on s'en est remis, dans le domaine de la santé mentale à un manuel qui était, en Oui, fait partagé exactement. mondialement, qui classifiait ou qui classifie même, c'est même pas au passé, mais qui classifie les troubles mentaux. Et de plus en plus, on est en train de remettre en question justement cette classification en se disant: «Bah, peut-être qu'on prend en charge des personnes depuis des années maintenant, qui n'auraient pas besoin d'être pris en charge, qui sont sous médicamentation, qui n'auraient pas besoin, et que peut-être on leur a dit qu'ils avaient ce problème-là et qu'en vérité ils ne l'ont pas et que c'est autre chose qu'il faut prendre en compte». Donc il y a comme toute une remise en question et là où je pense qu'il faut effectivement faire attention et ça, je pense que c'est un signe que n'importe qui peut apprendre à repérer, c'est que même si tu as en face de toi un scientifique ou une scientifique, cette personne-là est pas à l'abri d'être
manipulé par sa propre carte du monde et par ses propres croyances. Un scientifique ou une scientifique qui va avoir un esprit éclairé, une attitude éclairée, c'est une personne qui va mettre en avant un concept, une théorie, une idée, en disant voilà ce qu'on pense aujourd'hui, voilà ce qu'on sait aujourd'hui, mais possible que ce soit différent, mais possible qu'il y ait quelque chose de différent. Et le problème, je le crois, c'est que il y a une infime partie du monde scientifique qui prend énormément de place sur la scène publique et qui ont des affirmations radicalisées et qui disent non, les choses sont comme ça. Non, les éléments sont de cette manière-là. Non, c'est ça qu'il faut voir. Non, là-dessus, on a raison. Non, là-dessus, on a les données qui nous font dire que c'est ça la vérité. Et qu'en fait, on est devant l'expression pure et dure de croyance et certainement pas d'un esprit, en fait, scientifique où la première le premier levier de sécurité au niveau de la science, c'est de savoir que aujourd'hui, j'ai ça comme données, mais demain, ça peut être complètement différent et je dois garder mon esprit critique et je dois garder mon esprit d'analyse en me disant, OK, il y a peut-être d'autres choses qui existent. Il y a peut-être d'autres possibilités. Et qu'on le veuille ou pas, malheureusement, ce qui fait marcher les médias et la communication au niveau du grand public, ben, c'est les gens qui sont polarisés et qui ont un avis hyper tranché à mettre Ouais. en avant parce qu'on n'aime pas les gens. Alors, on n'aime pas. C'est un bien grand mot, c'est un raccourci, mais on va dire que l'opinion publique a besoin d'avoir des personnes qui ont un regard et un discours qui est hyper tranché. C'est ça ou c'est ça. C'est telle chose ou c'est telle chose. Pour amener du débat, pour amener des combats, pour amener plein de choses qui vont justement animer l'opinion publique. Mais en vrai, il faut être super vigilant, il faut être méfiant. Oui, les chiffres me disent ça aujourd'hui, pas de problème, mais on garde à l'esprit que possiblement que demain, dans 10 ans, dans un siècle, bah, ça sera plus le cas. Ça sera plus du tout la vérité, ce sera plus du tout ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire. Et petite anecdote, justement, par rapport à tout ça. Si on prend la Suède, par exemple, la Suède, en 1980, elle a signé le CEDEF, le CEDEF. C'était une convention qui a pour but d'inciter tous les pays à travailler pour atteindre l'égalité entre les sexes. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que la Suède est très loin devant le reste du monde en termes d'égalité. C'est-à-dire que c'est inscrit dans la culture, c'est inscrit dans le système, c'est inscrit dans le gouvernement. Et la Suède est très très loin devant tous les autres pays à ce niveau-là. Et un truc qui est très drôle, enfin en tout cas moi que je trouve très drôle, et en même temps c'est tout à fait cohérent, c'est que la Suède a réussi à atteindre un niveau d'égalité entre les sexes qui n'est observable nulle part ailleurs, et c'est un des pays où les différences entre les sexes sont les plus marquées. Où finalement l'ouverture, l'accès aux études, l'accès euh, aux services, l'accès au salaire, l'accès au poste de travail, l'accès à plein de choses qui est rendu quasiment à 100% égalitaire, eh bien en fait, c'est là où on voit le plus de différences entre les hommes et les femmes, par exemple, qui ne font pas les mêmes choix, qui ne prennent pas les mêmes décisions, qui ne fonctionnent pas avec la même vision du monde, qui ne fonctionnent pas avec les mêmes priorités. Pourtant, c'est une société qui a travaillé, qui continue de travailler à créer cette égalité-là. Et c'est ça qui est, je pense, un exemple qui peut être transposé sur toutes les autres situations assez facilement, c'est plus tu vas chercher à rendre les choses égales et plus tu vas voir des différences apparaître finalement et se renforcer et peut-être même partir dans des extrêmes. Donc, si tu veux pouvoir trouver ta place, toi, dans tout ça, bah, il y a certains points sur lesquels il va falloir que tu travailles et que tu te concentres parce que ton identité, elle est importante. Trouver ta place identitaire, c'est très important, au risque sinon de tomber dans de la réactivité et de dépendre de ton cadre extérieur. Et ça peut être problématique. Ouais, totalement, Julien. Et merci pour cet exemple parce que je le trouve très parlant. Montrer aussi que, certes, tu vois, Julien et moi, on n'est pas polarisés. Enfin, on essaye de ne pas être polarisé sur la question parce que on essaye vraiment de regarder dans ces nuances de gris.
Mhm. Et c'est pas évident hein, d'être, tu sais, être dans les nuances de gris, c'est être dans le flou, c'est potentiellement basculer d'un côté de l'autre à chaque fois, se remettre en question. On a très vite l'impression d'être schizophrène, mais, mais c'est, je pense, selon moi, et la voie de la sagesse, et on a énormément besoin de sagesse dans ce monde aujourd'hui, parce que tout va très vite, tout est polarisé, les gens sont pas responsabilisés. En tout cas, on assiste à de moins en moins de responsabilisation des gens. Et en fait, le truc, c'est que sans sagesse, la sagesse, c'est la boussole qui aidera le monde à se diriger dans la bonne direction et de faire en sorte que tous ces changements-là soient bénéfiques, si il y en a. Parce que une boussole, ça permet quoi? Ça permet de se diriger. Si tu es à la barre de ton bateau et que tu es en train de prendre une direction et que tu te rends compte, c'est 1 ou 2 kilomètres plus tard qu'en fait, tu vas pas dans la bonne direction grâce à cette boussole-là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas changer de direction pour essayer de repartir dans la bonne, pour éviter d'être perdu. Mais si tu as pas de Tout à fait. boussole, qu'est-ce que tu fais? Bah, potentiellement que tu as envie d'aller, je sais pas moi, aux Indes et que tu vas te retrouver en Amérique. Alors, pour Christophe Colomb, c'est quelque chose qui a été positif, même si on sait que les Amériques ont été découverts avant lui, d'accord? Mais ça, c'est correct. Là, je fais une petite digression. Mais c'est juste d'expliquer que la sagesse, c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et Mhm. comment faire pour développer sa sagesse? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de cultiver l'humilité et de comprendre qu'en fait, tout ce que tu penses savoir, bah, c'est pas la vérité ultime. Peut-être que tu te trompes, peut-être que tu es influencé par tes biais, peut-être que tu es influencé aussi par ton C'est même éducation, par sûr. des éléments extérieurs. Mhm. Donc, ce concept d'humilité, ça va être la base pour développer la sagesse. Et tout à l'heure, on parlait justement des spécialistes. C'est pas parce qu'une personne est spécialiste dans un domaine, qu'elle est docteur, chercheur, peu importe, que ça veut dire qu'elle a la vérité ultime. Et ça, je peux le dire parce que autour de moi, j'ai énormément de personnes qui sont dans le domaine de la recherche. Et ce qui revient très souvent lors des discussions entre eux, c'est le bidonnage de données scientifiques. Il y en Ouais, a énormément. Et parfois, ouais, les ça m'étonne pas. scientifiques qui sont mis en avant et même qui ont des Nobel sont des personnes qui ont bidonné des données. Et Un après, truc de fou. nous, qui Ouais, n'avons pas en quelque sorte les connaissances scientifiques, qui ne sommes pas dans ce domaine-là, on se dit, bah ouais, tiens, ouais, mais regarde, il a eu un prix Nobel. C'est un expert dans son domaine, celui-là. Donc, automatiquement, il dit la vérité. Parce qu'on n'a pas les éléments ouais. pour jauger. Tu vois. Donc, on fait un Mhm. raccourci de c'est un expert, donc il dit la vérité. On prend ça pour des vérités ultimes et on en fait un credo, une espèce de dogme de vie. En disant, bah non, c'est comme ça et c'est pas autrement, sans remettre en question. Alors, Ouais, encore une fois, la communauté scientifique, les membres de la communauté scientifique sont importants parce ils travaillent pour nous amener plus de compréhension du monde, ouais, mais ça reste des êtres humains. Parmi eux, il y a des personnes qui sont très sincères. Il y en a qui sont pas sincères du tout, qui sont là peut-être pour la recherche de reconnaissance, qui sont là pour tu sais, les médailles. Et ouais, bah, pour en arriver là, bah, ils sont prêts tu sais, à manipuler les choses. Donc, responsabilisation de tes pensées. À toi de développer aussi tes pensées, d'avoir ton esprit critique. ouais, complètement. Et tu sais, j'ai envie de rebondir effectivement sur cette notion de responsabilité parce que c'est de toute façon au cœur aussi de ce qu'on enseigne et de notre manière d'accompagner nos clients et nos clientes. Parce que la responsabilisation, en fait, est une clé de liberté. Il y a personne de plus libre qu'une personne qui est responsable. Totalement. Certes, tu as, tout un tas de choses à gérer. Être responsable, ça veut dire que tu prends en main, tu prends en charge, bah, des éléments que tu as pas forcément non plus envie de prendre en charge. Mais ça t'offre une liberté enfin, fantastique parce que, quoi qu'il arrive, ton environnement va t'influencer. Que tu le veuilles ou pas, ton environnement va t'influencer. Mais si tu te rends responsable de ce que tu fais de ton environnement, ça change tout. Parce que tu passes plus ton temps avec les mêmes personnes nécessairement. Tu fais plus les mêmes activités, tu consommes plus les mêmes sources d'informations. Totalement. Mais si t'es pas responsable et que tu écoutes finalement le message de fond, parce que
moi, c'est quelque chose que je reproche énormément. Par exemple, au journalisme. Je reproche beaucoup de choses au journalisme. Je crois profondément, puis c'est ma croyance, peut-être que tu la partages aussi, toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'es pas du tout d'accord, et c'est OK aussi, mais je crois malheureusement qu'aujourd'hui, le vrai journalisme a complètement disparu. Mmh. Le vrai journalisme, à mon sens, c'est: je vais chercher l'information, je te transmets l'information. Je ne la cadre pas sous un filtre particulier, sous un angle de vue particulier, je te donne l'information telle qu'elle est. Et avec cette information, bah, tu fais tes propres recherches, tu regardes, tu t'instruis, tu essayes de comprendre, tu remets en question les choses. Aujourd'hui, quand tu accèdes à de l'information journalistique, c'est de l'information qui est déjà pré-mâchée, pré-digérée. Parce que si jamais tu n'es pas au courant, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité, pour pas dire tous les journaux et toutes les chaînes télévisées qui fournissent de l'information en continu, vont chercher leur information, l'achètent à une centrale journalistique, Mmh. qui ont déjà fait le tri, qui ont déjà choisi, qui ont déjà bâti en fait l'information, et on ne sait même pas si c'est la vérité ou non. Il y a une espèce de lissage, encore une fois, une normalisation de l'information. Et je pense que c'est un problème. Donc, il faut vraiment te responsabiliser sur tes choix, te responsabiliser sur l'environnement dans lequel tu veux passer du temps, te responsabiliser sur qu'est-ce que tu consommes en termes d'information et en termes de consommation aussi de manière générale. C'est de garder ta liberté parce que je le crois encore une fois, et je me trompe peut-être. Et si jamais je me trompe, bah c'est super parce que ça veut dire qu'on part dans une direction différente. Mais que tout ce qu'on observe, cette crise identitaire globale, est à mon sens avant tout une réaction sociétale face aux généralisations, face à la normalisation, face au lissage finalement des différences, et que bah, on est en train simplement de subir quelque part nos besoins qui sont en train de s'exprimer de façon complètement autonome, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance en s'inscrivant dans un groupe avec lequel bah, peut-être le message de fond, peut-être que la dynamique vient répondre à d'autres valeurs et d'autres besoins que l'on peut avoir, et qu'en fait, c'est comme des mini-radicalisations qui partent dans toutes les directions Mmh. et qui sont pas, qui sont pas bons du tout, quoi. Ouais, totalement, Julien. Et vraiment, si on doit appuyer sur 2 éléments à garder en tête dans ce podcast, c'est le concept de sagesse et ce concept de responsabilisation. Parce que sans ça, Mmh. malheureusement, c'est n'importe quel vent va t'emporter et tu vas partir dans la mauvaise direction en pensant que c'est la vérité. Et tu vas Ouais, potentiellement peut-être l'imposer aux autres avec une intention positive, d'accord? Parce qu'en pensant que, c'est la voie adoptée, mais n'oublie pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. ouais, effectivement, Samir. Donc peut-être ici, on va te donner quelques points, t'aider à reconnecter avec ton identité et sortir peut-être de cette crise identitaire dans laquelle tu peux aussi te trouver parce que le monde part dans toutes les directions et que tu sais plus vraiment où donner de la tête. Donc la première chose, ça va être de te reconnecter à toi-même. Ça va être super important. Se reconnecter à soi, ça va être de remettre à jour tes valeurs, tes besoins, de comprendre quelles sont peut-être tes passions, tes forces, tes talents. Prendre l'information autour de toi. Demande aux gens qui t'entourent de te donner du feedback sur Mmh. qui tu es, comment est-ce qu'ils te perçoivent, qu'est-ce qu'ils reconnaissent chez toi comme force, comme talent. Renforce en fait ton noyau identitaire de façon à être beaucoup moins accroché et dépendant ou dépendante de la société, de ce qui se trouve autour de toi, que tu aies une vision beaucoup plus claire de qui tu es, que tu sois moins soumis ou soumise aux variations de ton environnement. Ensuite, ça va être d'accepter les changements. Ton identité, elle n'est pas fixe. C'est pas quelque chose qui est déterminé dès ta naissance et que de toute façon, jusqu'à ta mort, ça ne changera pas. Ton identité, elle va évoluer. Ta vision de toi va évoluer. La vision que les autres ont de toi va évoluer également. Donc, c'est d'accepter que l'identité n'est pas quelque chose qui est fixe, mais qui est variable, qui est changeante en fonction
de plein de critères, comment tu te vois, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu crois, puis ce qui se passe autour de toi. Là où un changement identitaire devient problématique, c'est quand il est trop important ou trop fluctuant. Ouais, Tu as plein de problématiques de santé mentale qui font que l'identité n'est pas stable, qu'elle est fracturée, fractionnée ou constamment en mouvement, et on ne veut pas tendre vers ça. Mais l'équilibre ouais, d'un individu, ce n'est pas la stagnation, c'est l'évolution, c'est la progression. Donc c'est de savoir que bah, tu ne peux pas être la personne que tu étais il y a 10 ans en arrière, et tu n'es pas encore la personne que tu seras dans 10 ans plus loin. Et en fait, si on regarde ça vraiment très simplement, si jamais tu tombes dans le piège d'être dans une recherche d'être et de rester la personne que tu étais il y a 10, 15, 20, 30 ans en arrière, ben, il y a de grandes chances que tu fasses l'expérience de troubles dépressifs. Et à l'inverse, si tu essayes aujourd'hui d'anticiper et d'être ce que tu pourras être dans 10, 15, 20 ou 30 ans, ben, il y a de grandes chances que tu fasses l'expérience d'état anxieux, voire d'angoisse généralisée. Et là, ça va être aussi problématique. Donc, on se centre sur l'instant présent, on sait que notre identité va évoluer. Maintenant, avec quoi tu as envie de la faire évoluer? Quels sont les changements que tu as envie de mettre en place, sachant que de toute façon, il y aura du changement. Choisis ton groupe auquel tu veux appartenir, un groupe qui ne fait pas que satisfaire tes besoins primaires, mais qui vient satisfaire aussi ton besoin de progression et ton besoin d'évolution. Donc de faire attention à tes propres besoins pour pas qu'ils prennent le contrôle sur toi. Et ça, on en avait déjà parlé, hein, Samir, dans d'autres épisodes de podcast, de l'impact des besoins et comment ces besoins peuvent prendre le contrôle si jamais on les a pas totalement. en conscience. Donc de faire ça. Et puis peut-être un autre point qui me vient, c'est de travailler aussi ta prise de recul, ton lâcher-prise et ta capacité de résilience. Parce que le monde bouge, le monde change, le monde bouge tellement plus vite aujourd'hui que ce qui bougeait il y a un siècle en arrière, voire même encore plus loin, et que cette accélération, je pense pas honnêtement que ce soit la fin. Je vois plutôt ça comme le début. Il y a encore plein de changements qui vont venir, il y a plein de transformations qui vont arriver, et que si toi, tu n'es pas stable dans ton identité, bah, tu vas souffrir de ces changements-là parce que tu vas manquer de résilience, tu vas manquer de cadre, tu vas perdre ta boussole interne. Et en général, quand on perd sa boussole interne, bah là, ça devient compliqué parce que tu sauras plus où est-ce que tu dois aller, tu vas devenir réactif, réactive à ton environnement, tu vas être en suradaptation, possiblement. Et ça va être une source de souffrance qui va être énorme. Donc, recentre-toi sur toi et garde le cap à l'intérieur de toi. Ça va être vraiment très, très, très important. Exactement, Julien. Alors, il y a deux éléments justement que tu as dit que j'aimerais peut-être mettre en gras et Ouais, surligner. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, de garder à l'esprit que un changement trop important, c'est là que ça va amener de la dissonance cognitive et ça va amener des ouais, problèmes potentiellement mentaux. C'est le fait de passer d'une chose à une autre d'un coup. En fait, le changement, il va se faire lentement. Il ouais, va se faire avec responsabilité, avec prise de recul, avec questionnement. Peut-être en étant accompagné, peut-être seul, mais en tout cas, juste de prendre le temps de le faire. Et ça, le fait de passer, de créer, comme tu dis, un changement important, c'est souvent le piège des besoins. Il y a un besoin là sur le moment, je me sens pas bien dans potentiellement mon identité. Il faut ouais, absolument que je sois en réaction et que je pose une action tout de suite pour changer. Et là, ça va amener des problèmes parce que forcément, quand on est drivé par ses besoins, ben, en fait, on n'est pas dans la responsabilisation, on n'est pas dans un choix réfléchi, ok, qui tout a à fait. pris le temps d'être digéré. Et les besoins, ça change. Et c'est ça le problème. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un besoin, je ne prends pas le temps de prendre ce recul important et que Ouais, dans 5 mois, mon besoin change. Hop, ok, bah, je vais changer. Puis après, ça va rechanger. Puis je vais rechanger. Et c'est là que ça va poser des problèmes sur le long terme. tout à fait. Donc vraiment, et tout ça va tourner autour de ce concept de responsabilisation et de sagesse. Deuxième point que tu disais, c'est le fait que
effectivement, on vit dans un monde qui va très, très vite, dans lequel tout change très vite. Dans l'ancienne startup où je travaillais, le projet, il découlait d'une étude qui avait été faite par, le fondateur de cette startup, Henri Perret, Mmh. et en fait, qui expliquait que dans son bouquin, d'ailleurs, qu'il a sorti, il expliquait en fait que aujourd'hui, l'écart de valeur entre des individus prenait environ 10 ans. C'est-à-dire que il faut 10 ans entre chaque individu pour qu'on se rende compte qu'en fait, il y a un gap énorme entre les valeurs. Ouais, Alors qu'avant, ça pouvait, tu sais, avant, tu prenais un individu de 50 ans, un individu de 20 ans, bah, potentiellement, il y avait des petites choses qui différaient, mais généralement, les valeurs étaient les mêmes. Aujourd'hui, il faut juste 10 ans. 10 ans pour que 2 générations ne se comprennent plus. Pourquoi? Parce que tout va trop vite. Tout va très vite. ouais, tout va très vite, vraiment. Ouais, et c'est pour ça que ça, c'est une chose à prendre en considération. Ne pas se mettre en réaction parce que tu sais, la réalité, elle est là. Tu as beau lutter contre la réalité, tu peux rien faire. La réalité, elle est là. Le monde va vite. Et donc, il va être Complètement. important, bah, de développer, comme tu dis, Julien, sa résilience et bah, cette prise de recul de OK, bah, en fait, c'est juste l'époque qui fait que les choses changent de cette manière-là. Mmh. Et plutôt que de me mettre en réaction, juste de prendre ce recul nécessaire. Tu es pas obligé de tout accepter, ces changements-là. On n'est pas obligé de tout accepter. On peut, tu sais, on peut avoir des idées divergentes, hein. Je peux ne pas être d'accord avec un changement qui est présent aujourd'hui, mais je peux être Tout à en fait. tu sais, ça m'empêche pas d'apprécier une personne, même si elle a des idées différentes, parce que l'individu, c'est un diamant. Il a plusieurs Mmh. facettes et même si peut-être 20 de facettes d'un individu ne me conviennent pas ou je suis pas d'accord avec, bah, je peux être en accord avec ces 60 ces 80 restantes Tout à fait, et c'est OK. Il y a pas de souci avec ça. Donc complètement. ça, c'est quelque chose qui va être important, surtout pour sa propre santé mentale. Parce que si on est en lutte, ça va nous amener du stress, ça va nous amener, comme tu dis, Julien, peut-être de la dépression. Et à ce moment-là, c'est nous qui allons être en perte d'identité. Ouais, complètement et tu vois, tu refais, référence justement à ces problématiques-là et aujourd'hui, les problématiques de santé mentale, elles sont vraiment là, on les observe de plus en plus et quand on dit les problématiques de santé mentale, ça veut pas dire que, tout le monde est atteint d'un trouble, justement psychiatrique et qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. C'est plus, justement, tout ce déséquilibre qui existe et toute l'influence qu'il y a autour de nous qui nous amène à perdre contact, à perdre le lien avec cette identité profonde et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça, ouais. Vraiment, et encore une fois, ouais, si on c'est important, en fait, de se faire comprendre. Il y a pas de prise de parti, il y a pas de: «On a la Ouais, vérité, tu ne l'as pas». C'est on se questionne, tout comme beaucoup de personnes, mais en même temps, on fait aussi des constats parce que, oui, ça peut générer des problèmes. Donc c'est important effectivement de prendre en considération ces clés-là qui peuvent t'aider, toi, à, aller, en tout cas dans la bonne direction et ne pas te laisser te driver par, bah, potentiellement, une pression extérieure, potentiellement des idéologies, potentiellement tes besoins qui ouais, amènent aussi leur lot d'idéologie, tu vois? Parce qu'on peut voir ça comme ça, et leur lot de dogmes et à ce moment-là, justement, toi, d'avoir cette capacité de te repérer dans, bah, dans ce brouillard. Parce que oui, il y a un brouillard complètement. et moi, si je devais ajouter un point au point que tu as, donné, Julien, c'est le point que j'ai donné tout à l'heure. Développe ta sagesse, développe ton Oui, humilité, d'accord? Et développe ton autocritique. Et cette autocritique, d'accord, c'est pour toi-même. C'est pas forcément pour les autres. C'est-à-dire que ce qui va découler de cette autocritique, tu es pas obligé de l'imposer aux autres. ouais, Donc ce qui va être complètement. aussi important, c'est de développer ta bienveillance vis-à-vis des autres. Parce que quoi qu'il arrive, le monde évolue, le monde change. Les gens ne penseront pas comme toi. Donc ça va être important aussi que tu acceptes aussi qu'il y a d'autres façons de fonctionner, qu'il y a des personnes qui vont, bah, pour certains, qui vont dans la mauvaise direction. Tu sais, ils ont un cheminement à faire. Pour d'autres, peut-être que tu penses qu'ils vont dans la mauvaise direction, alors que peut-être qu'ils vont dans une bonne direction, en tout cas pour eux-mêmes. Et Mmh. juste de développer aussi cette bienveillance, en tout cas. Complètement. Parfait. Samir, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, on pourrait, continuer de jaser de tout C'est ça ça. pendant,
encore longtemps, mais je crois qu'on tient l'essentiel, en tout cas, de ce qu'on voulait partager. Donc, toi qui nous écoutes, petit récap ici, ton identité, elle t'appartient. C'est à toi de la bâtir, de la construire. Sors de la réactivité et de la suradaptation. Fais attention à tes propres besoins qui peuvent t'emmener dans des directions qui ne sont pas justes et qui parfois nous font faire des choix et nous font prendre des décisions qui sur l'instant nous paraissent être les bonnes choses à faire et avec le recul, quelques années plus tard, ça peut amener des regrets assez importants. Donc, bien prendre le temps retrouve ton équilibre, recentre-toi sur toi-même, non pas de devenir égocentré, mais plus de prendre conscience que c'est aussi à travers toi et tes décisions et ce que tu décides de mettre en avant que tu vas vivre dans un monde, une société qui va te ressembler petit à petit. Et puis, bien sûr, si tu as aimé et apprécié et découvert des choses, on t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager pour faire passer le message autour de toi, puis inspirer d'autres personnes à travers nos différents épisodes de podcast. Et Samir, du coup, on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode. Exactement. Et en attendant, n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la à la prochaine. prochaine.